deux préalables quand même. Ce qu'on va vous exposer là, c'est du point de vue d'un bailleur de fonds, parce que jusqu'à maintenant, vous avez entendu des présentations plutôt institutionnelles sur un problème commun et qu'on partage. Là, cette expérience, elle est un peu particulière, parce que c'est... Alors, par où je vais commencer ? Alors, le premier préalable, c'est ça, et le deuxième, c'est qu'il va falloir gérer le temps, parce qu'apparemment, on n'a que 20 minutes. Et dans le cas particulier du Cambodge, c'est très compliqué, parce que le Cambodge fait partie de ce qu'on appelle les civilisations du riz, ce qui n'était pas le cas des interventions qu'on a entendues jusqu'à maintenant, avec le Myanmar, le Vietnam, le Laos. Civilisation du riz, ça veut dire que ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ pour le riz flottant. Donc je vais essayer de maîtriser le temps avec cette contrainte-là. En fait, il y a 4 types de culture du riz au Cambodge, qui est un pays extrêmement plat avec des montagnes tout autour. Une particularité, c'est un lac intérieur qui est alimenté par le Mékong, qui se remplit, avec une topographie totalement plate, qui se remplit et qui se vide, enfin, c'est-à-dire qui a avec une inversion du régime des eaux. Et tous les systèmes de culture risicole se sont adaptés finalement, pendant des millénaires, à ce régime hydrique, donc à cette vision de la nature. Donc il y a du riz flottant sur les bordures, puis il y a eu introduction de riz décru, riz inondé, et riz sur les plateaux. Donc il y a du riz partout, et les principaux systèmes de culture aujourd'hui en vigueur datent pratiquement tous, étaient déjà là au 8e siècle. La particularité de ces systèmes, c'est que c'est des faibles rendements. En aucun cas, ça produisait plus qu'une tonne 5, parfois 2 tonnes. Mais ça permettait de couvrir les besoins alimentaires de la population, et les choses continuaient ainsi. Dans les années 90, ça représentait encore 90%, le riz représentait encore 90% des superficies cultivées. Au point de vue irrigation, qui est un peu la culture commune partagée ici, ça a été introduit sous protectorat français, c'est-à-dire essentiellement à partir des années 30, où les ingénieurs du génie rural ont planché sur cette réalité assez complexe, et ils se sont fait beaucoup plaisir, je pense. Ils ont inventé des choses qui sont très efficaces, les canaux de colmatage, pour faire circuler l'eau dans ce qu'on appelle des banks, c'est-à-dire des espèces de bas-fonds. N'oubliez pas que tout c'est extrêmement plat. Donc de capter des espèces de petits canaux de transfert qui, au passage, avec la crue du fleuve, limonée. Petit détail, BRL a beaucoup travaillé sur le sujet et s'y est intéressé. Je fais un peu des rappels parce que tout à l'heure, sur le cas sénégalais, puisqu'on est ici une communauté d'acteurs qui partageons nos expériences, je pense que ça aurait été bien de dire, enfin non, je ne vais pas parler du Sénégal, mais qu'il y a eu plusieurs échanges entre soit la recherche, soit les sociétés d'aménagement qui ont contribué à construire les politiques de maintenance et les politiques de tarification comme vous les avez entendues au Sénégal. Donc, les canaux de colmatage, ça c'est un petit truc de génie qui se poursuit encore aujourd'hui, parce que c'est de petite taille, et ils ont voulu également transformer introduire les grands périmètres hydro-agricoles pour double riziculture, notamment
dans le Baraï occidental étant le cœur du mythe angkorien, c'est-à-dire c'est juste la région autour d'Angkor, où il y avait le Baraï, ce sont des grands réservoirs plats dans lesquels l'eau est stockée et dont l'ouverture et le contrôle permet d'inonder toute la petit piémont qui va de cette hauteur-là, toutes les terres qui vont de cette hauteur-là jusqu'au lac, le fameux lac Tonlé Sap, qui est le poumon, le rein, tout ce que vous voulez du Cambodge. Donc il y a eu à l'époque coloniale française, il y a eu introduction d'ingénierie, mais tout ça n'a pas donné grand-chose. Indépendance 53, 55, la grande époque du socialisme bouddhique. Ce qu'il faut retenir de cette période-là, c'est peu de nouveaux aménagements, donc les choses se sont arrêtées. On est revenu à des plus petits aménagements, genre diguettes, tout ce qui se passait. Enfin, faut imaginer le Cambodge comme pendant 7 mois de l'année, quand le fleuve est monté, c'est une inondation, c'est une éponge, comme dirait Onimus. Et pendant la saison sèche, c'est-à-dire pendant les 5 mois où il n'y a plus d'eau, ça se transforme en paillasson. C'est-à-dire, l'eau se rétracte, l'eau devient une ressource, alors qu'elle était excédentaire, devient une ressource extrêmement rare, d'où dans la tête des politiques, depuis le début et régulièrement, comment stocker l'eau pour justement pouvoir l'utiliser à travers ces barails, le principe des barails. C'est-à-dire, il n'est pas question de canaux d'irrigation, mais il est question de mobiliser une ressource pendant une période de l'année pour faire une deuxième culture. Moi, je vous passe un peu Alors, c'est un peu sur ce délire-là que le régime Khmer Rouge, pendant 5 ans, a transformé le Cambodge en un immense chantier qui a coûté quand même la vie à 2 millions de personnes, travail forcé, pour construire des réservoirs, pour construire des digues conseillées par les ingénieurs chinois à l'époque, des digues orthogonales, toutes droites, ne suivant pas les courbes de niveau, ne suivant absolument rien. Enfin, une vision un peu militaro-idéologique de l'irrigation, mais c'était dans l'objectif de construire des centaines et des centaines de réservoirs. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que sur les 841 systèmes d'irrigation, comme ils appellent, qui existent, il y en a 69% qui ont été construits à l'époque des Khmer Rouges. En fait, nous, on commence à apparaître dans le paysage à partir de 91, les accords de Paris, reconnaissance du génocide, État totalement déstructuré, beaucoup d'ONG. C'est la grande période de l'âge d'or des ONG, en fait, puisque à l'époque de l'ONU, c'était essentiellement les ONG et les techniciens qui travaillaient. Et en matière d'irrigation, leur grande obsession était de réhabiliter ce qui était cassé dans l'urgence. Ce sont les fameux programmes d'urgence, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture demandait des financements qui arrivaient du système des Nations Unies et on faisait des réhabilitations sur réhabilitation avec des constructions physiques coûteuses mais visibles, comme d'habitude, avec une extrême diversité des périmètres, des approches, des planifications, des objectifs. Disons une époque un peu brownienne où ça gigotait dans tous les sens, parce que la situation était à l'urgence. On était en plein post-crise. La relation avec le paysanat, on les sollicitait pour des travaux, on leur distribuait des vivres, ça permettait, enfin les histoires du PAM, la Food for Work, ça a bien marché pendant ces années 90.
mais personne ne se préoccupait du fonctionnement ou de l'entretien. Et il y a eu quand même, au niveau du ministère de l'Agriculture, à la direction de l'hydraulique, des gens assez visionnaires, parce que c'est un peu ça qui manque dans l'irrigation, parce que c'est très bien de conseiller et de pouvoir trouver un sens aux investissements. Encore faut-il qu'il y ait une vision politique derrière, une vision du futur, de l'organisation de l'espace, de la politique agricole, de ce qu'on veut faire avec son paysanat meurtri par des années de guerre, en l'occurrence là, ou ailleurs, sortant du travail forcé et obligé de participer à des jeux inventés par des technocrates, que nous sommes tous. Alors, comment l'AFD a apprécié cette requête quand elle nous a été soumise dans les années 95-96 ? On a envoyé quelqu'un, un de nos grands penseurs de l'époque, qui s'appelait Robert Hirsch, et Robert est revenu en disant, s'il y a une seule chose à faire dans la situation cambodgienne, c'est de reprendre la riziculture, malgré, déjà, je suis remonté de moins 3000 à j'ai déjà bouffé 10 minutes. Bref, d'insister sur la riziculture, malgré le passif des Khmers rouges, et de s'appuyer sur les ONG, parce que c'était les seules qui étaient présentes et qu'elles faisaient du très bon travail. Donc c'est ce que vous avez vu là, donc c'est un peu nos analyses, alors que l'administration était désorganisée, les cadres légaux étaient à reconstruire, il n'y avait pas de réglementation, etc. Mais il y avait une espèce de consensus pour dire que la situation politique, économique, sociale, environnementale, vis-à-vis de la ressource, tout ce que vous voulez, devait changer. Voilà, il y avait cette espèce de volonté politique de remettre le pays en marche. Cette volonté politique sur l'irrigation, à l'époque, comme aujourd'hui dans d'autres géographies, elle avait une préférence pour le grand, c'est-à-dire on disait sur les 841, etc., il y a 97 qui sont réhabilitables. Il y en a 8 dont les dossiers sont à peu près prêts et recommandés. La taille moyenne est de 1700, donc ce n'était pas très grand. Mais en fait, on aimerait bien en faire plus et on aimerait bien faire par les grands. Donc il y a une espèce de régate qui est partie avec la JICA qui a fait le point de l'ensemble de ce qu'il y avait à faire. L'Union européenne qui a choisi certains types de périmètres. La Banque asiatique qui a fait faire l'étude de faisabilité du périmètre de Prénoup dont on va parler, mais qui n'a pas osé y aller parce que le terrain était miné. Donc on a pris tout ça et on a dit on va en faire un projet pilote avec ces personnes lumineuses du ministère de l'Agriculture. On a dit si vous êtes d'accord, on va en faire un prototype de ce qui peut être fait en matière d'irrigation, mais en donnant une place majeure à vos populations et en les responsabilisant sur plusieurs fonctions dont on va parler. Alors, le cadre, à l'époque, donc, ce qui a changé à partir de ce moment-là, c'est 98, ils ont créé un ministère spécialement dédié aux ressources en eau et à la météorologie, mais enfin aux ressources en eau quand même. Et surtout, le Premier ministre a sorti une circulaire numéro 1 qui donnait les grands principes de la répartition des rôles et de la responsabilisation des usagers. Donc, en gros, c'était un effort partagé, ça a été présenté, la politique d'irrigation, dès le début, comme un pansement sur l'époque Khmer Rouge, en disant on va reprendre ce qui a été construit par la force et essayer de le gérer
dans une espèce de concertation. Au-delà des principes, il n'y avait pas grand-chose. C'était le terrain vierge. Et l'équipe du GRET, qui était présente sur place, a été intéressée qui faisait autre chose. Handicap International faisait des routes, réparait des jambes, etc. Et déminer. La plupart des ONG, elles étaient très actives, mais il n'y en avait aucune qui travaillait en particulier sur l'irrigation. Donc, quand on a décidé de reprendre ce projet et d'en faire 3 phases, nous-mêmes, on a suivi les 3 étapes. C'est-à-dire que la première phase, c'était ce qui prédominait dans le choix, c'était les travaux. Donc, travaux. Mais on s'est rendu compte très vite que les travaux, il n'y avait pas d'entreprise capable de faire ça, qu'il n'y avait pas d'expertise. Donc tous les travaux c'est quand même pas, c'est pas petit, c'est un truc de 11 000 hectares, une digue de 90 km, 36 ouvrages, des portes. En fait, c'est une plaine située au pied des monts Cardamome, avec une lame d'eau douce qui passe une fois par an et qui traverse cette plaine et qui va se déverser dans une rivière qui, elle, est salée parce qu'elle communique avec la baie de... Je suis désolé, je ne suis pas très doué pour les cartes. Donc, en fait, cette digue sépare l'écosystème marin de l'écosystème d'eau douce. Ça fait 11 000 hectares, découpés en 6 polders. Mais dans l'état où c'était après les Khmers rouges, qui avaient cassé la digue française et fait une digue orthogonale justement derrière, ça laissait 3000 hectares sur les 11 000 totalement livrés aux intrusions salines et avec l'envahissement de la mangrove, et ça ne permettait plus d'en tirer grand-chose. Donc les objectifs de ce projet, c'était de récupérer les 3000 hectares, de remettre la digue en l'état comme c'était, dans un premier temps, et puis se sont posées très rapidement les questions de gestion, mais ça c'est le slide d'après. Quand même là, ce qu'il faut vous dire, c'est que le coût à l'hectare, ramené à l'hectare, mais il ne faut pas s'y fier si on compare aux chiffres que CNI a annoncés ou à des chiffres qu'on voit en Méditerranée. Cette réhabilitation, faite par des ONG, y compris les prix de la mise en valeur de l'organisation, etc., ça nous fait un seuil de 1 000 euros par hectare, mais franchement, ce n'est pas reproductible. Même au Cambodge, on n'a pas réussi à le reproduire, et sur d'autres périmètres, on est plutôt de l'ordre de 3 ou 4 000. Mais ça a permis d'ouvrir le débat avec les autorités sur petits investissements pouvant être entretenus par des usagers ou grands investissements avec aucune chance pratiquement de prendre en charge les coûts d'investissement, comme on l'a vu dans le cas de la Soged. Il y avait un deuxième élément qui était important, c'est que la guerre était passée par là, les familles étaient totalement divisées, il n'y avait pratiquement aucune sécurité foncière, donc le GRET a fait un travail de fourmi, là aussi, en reconnaissant les droits par les voisins de celui qui était là, etc., et en délivrant 22 000 titres validés par le service du cadastre local, donc en faisant un cadastre local et en le confiant à la gestion de la commune. Petit à petit, ils sont d'ailleurs rapprochés de la commune. Du point de vue mise en valeur, il y a eu énormément d'avancées, là aussi poussées par l'équipe du GRET, avec du crédit, un système de crédit qui n'existait pas, qui a été mis en place, création de réseaux de paysans expérimentateurs, etc., introduction de variétés parfumées de riz. Les rendements sont passés de 1,3 tonne, 1,4 tonne à 3 tonnes.
Et les paysans ont réinvesti et on voyait très bien dans ces 11 000 hectares des motoculteurs, des motos, etc., etc. Il y a d'ailleurs, vous avez toute la documentation si vous le voulez. Il y a eu des études d'impact, il y a eu des tas de trucs, etc. Mais le vrai sujet, le véritable génie du GRET, hein, ça il faut le reconnaître, c'est d'avoir inversé. On a dit c'est un projet pilote, donc on inverse les choses, et c'est le projet qui s'est mis en situation de conseiller le ministère, enfin les gens éclairés du ministère, sur la politique à adopter. Et l'AFD n'a fait que le go-between, comme d'habitude, entre ceux qui y avait sur le terrain, ceux qui avaient comme quelque chose de structuré, et les décideurs nationaux qui étaient de l'autre côté. Donc il y a eu un travail franchement peut-être trop précis, c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais ils ont passé des nuits et des nuits à discuter avec des groupes, etc. Bref, il en est sorti 6 associations, une au niveau de chacune des polders, et une communauté des usagers du polder, avec des statuts, des règles. Il y a eu déjà 3 ou 4 fois déjà des élections, tous les 3 ans, super démocratique. Vous pouvez avoir, il y a même des manuels des élections, 5 minutes. Des manuels des élections. Bref, une énorme construction sociale, et petit à petit, chaque fois qu'il se posait des problèmes, un type avec un camion qui était militaire, qui allait sur la digue, qui cassait la digue, etc., petit à petit, cette association a commencé à s'occuper de sanctions, de police, outre la gestion de l'eau et les fonctions qui lui revenaient. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, cette CUP a été créée pendant des années, les réhabilitations étaient presque terminées, les problèmes étaient traités, comme je dis, au fil de l'eau, il y a eu plein de hauts et de bas, les politiques étaient sensibilisées, et nous, on faisait un peu le go-between entre tout le monde. Maintenant, il fallait quand même sécuriser du point de vue financier, et c'est dommage que le temps ne me soit pas assez, parce que j'atteins ton sujet. Il a fallu, les ONG avaient atteint leur limite de compétences. Ça, ils ne savaient pas comment partager, comment établir ce que les sociétés d'aménagement savent très bien faire, c'est-à-dire faire une nomenclature de l'ensemble des ouvrages, estimer les coûts de maintenance, définir les fonctions, gestion de l'eau, exploitation, etc. Et là, il y a eu une intervention de BRL, et on a préparé un atelier qui a été un moment très important, parce qu'il y avait non seulement le ministre, l'association et l'ensemble des parties prenantes, sur la base de 5 scénarios, avec les coûts estimatifs, la nature des travaux, la nomenclature, etc. Et ces 5 scénarios... Ah, il est passé. Merde alors. Voilà. Ces 5 scénarios prenaient en compte donc ça c'est la fameuse nomenclature, les niveaux de travaux qui devaient être faits avec le montant, et on a proposé ça a été proposé aux usagers, comment on partage ces coûts, qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter, et à partir du moment où vous l'acceptez, ça devient des engagements. Une option 1 qui était un peu une introduction de l'AFD dans le cadre du projet, on ne voulait qu'en aucun cas la redevance soit supérieure à 30% de la valeur ajoutée due au projet. Parce que sans ça, les gens n'allaient pas adhérer, comme le cas de la Soged, quand c'est trop cher, ils ne viennent pas. Bref, après c'était niveau croissant et responsabilité acceptée sur la maîtrise d'ouvrage et sur l'entretien. L'État a été très clair, la région n'a pas voulu prendre en charge l'entretien de la digue et la maîtrise d'ouvrage de la digue, et à partir de ce moment-là, l'État a décidé que toutes les infrastructures primaires, ce qu'on appelle primaires, restaient sous sa responsabilité et qu'il le prenait en charge.
la discussion s'est finalement conclue par un accord sur l'option 4, c'est-à-dire la communauté des usagers prenait en charge 100% de ses coûts, la maintenance des infrastructures internes à la digue, les infrastructures intermédiaires, les digues intermédiaires, et ils ont accepté, en plus, de prendre en charge les portes, les fameux ouvrages, les 36 ouvrages qu'il y avait dessus. Donc, en gros, ça a fait un 45-55. Suite à ça, il y a eu une programmation de la redevance. Donc, ils savent qu'ils doivent aller à 36 $, parce que le coût final, ramené à l'hectare, est de 36 $, à comparer avec ce qui est payé, par exemple, dans la vallée du fleuve ou à l'Office du Niger, qui est de 100 € par hectare, plus la redevance au MVS, plus la redevance FOMAED, FOMAI, FOMPI, FOMPO, FOMUR et tout le bazar. Donc, sur les 36 $, ils vont payer à terme 17 $, ils le savent, en 2015. Voilà, donc ça a été organisé à peu près comme ça, et l'État a pris la décision, comme il gardait la maîtrise d'ouvrage, de retaper la digue si elle se cassait la figure, de la maintenir pour les gros travaux quand nécessaire. C'est à peu près ce que j'ai raconté là. Où est-ce qu'on en est depuis cette expérience? Côté AFD, sur la base en compagnonnage avec ce qui s'est passé après NOUP, on a fait, je ne sais plus combien de projets, on doit en être à la 3e génération de projets. C'est devenu des projets sectoriels. On en est à une trentaine de périmètres qui ont été aménagés. Dans chaque périmètre aménagé, il y a une association d'usagers qui est créée, avec des règles qui sont maintenant codifiées, qui ont fait l'objet de décrets institutionnels qui rentrent dans la loi sur l'eau. Ces fameuses associations d'usagers, il faut bien les aider pour leur création et pour leur premier pas, mais il faut les aider en plus. Donc on a mis en place, avec le projet Aziri qui vous a été exposé à une précédente réunion, un centre d'appui aux irrigants, qui va être démultiplié dans d'autres régions. N'oubliez pas qu'il y a 850 périmètres qui fonctionnent un peu partout. À partir de la CUP, il y a un réseau d'associations d'usagers qui a été créé, un réseau national, la Farmer Water Network, qui a été reconnu par l'ASEAN comme première organisation professionnelle. Et côté État, le ministère qui a joué le jeu, pour pouvoir respecter ses engagements, qu'il a pris non seulement sur Prénoup, mais sur le même base de concertation avec les autres périmètres. Le ministère de l'eau a réussi à décider, le ministère des Finances a créé une ligne budgétaire pour que l'État puisse respecter ses engagements dans tous les périmètres réhabilités. La loi est passée, et ce qui est extraordinaire, c'est que là, ça va faire un peu moi en tout cas, ça me fait de la peine. On est passé en moins de 10 ans à une production qui a quasiment triplé. On est aujourd'hui à 9 millions de tonnes, 400 000 tonnes d'exportation, alors qu'on est des rendements moyens de 2,7 tonnes à 2,9 tonnes, selon les régions. Voilà. Et le riz est devenu une priorité du gouvernement. Et notre dernier projet, par exemple, c'est d'accompagner les acteurs de la filière riz pour la commercialisation et l'exportation. Je crois que c'est fini. Nous avons Phnom Penh en direct. Donc, si vous voulez intervenir. Bonjour. Voilà, il y a 2 points que je veux ajouter sur la présentation de Baché après discussion avec M. Yimboui et de Prénop, l'association, le président de l'association de la CUP, le polder de Prénop, et M. Zopak, c'est le directeur de l'ISC, le centre de services irrigués aux irrigants. Il y a premier point, c'est le faut qu'il a à l'association des usagers d'eau. Maintenant, on a la difficulté assez ferme sur le problème de collecte des redevances. Donc, l'application et l'adoption par le gouvernement
de la sous-décret de la création des associations des usagers d'eau qui fait partie dans les 3 sous-décrets d'application de la loi sur l'eau permettra aux usagers d'eau, à l'association, de légitimer dans son travail de collecte des redevances. Parce que maintenant, ils collectent de manière, si on peut dire, illégale, parce qu'on n'a pas la loi parlant dans ce sens. Le deuxième point c'est la suite après les FWN, les réseaux des associations des usagers d'eau. Maintenant, comme il est membre de l'ASEAN en tant qu'organisation paysanne, au Cambodge, elle tente maintenant d'être fait partie dans les instances de décision dans Rice Board, c'est la fédération des exportateurs du riz du Cambodge. Donc, c'est un nouveau élément qu'on va discuter dans le cadre du projet de l'AFD. Voilà, je vous remercie. Merci. On peut profiter de ce que vous êtes là. S'il y a des questions, on pourrait les poser maintenant. Y a-t-il dans la salle des questions de clarification, de compréhension? Non, mais ce que ça souligne, c'est qu'en travaillant avec l'irrigation, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un outil au service d'une politique agricole. En fait, c'est ça que je voulais dire au début, en disant, de toute façon, si on a fait de l'irrigation au Cambodge, c'est pour produire du riz. Et c'est tout à fait normal que tous nos jeux habituels, gestion sociale, pas gestion sociale, innovation technique, pas innovation technique, etc. Tout ça, l'objectif final, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que la Fédération des usagers de l'eau, une fois construite, une fois s'appuyant sur des règles qui ont été validées par les autres acteurs, aujourd'hui, ils veulent négocier avec les exportateurs de riz et monter des opérations contractuelles. C'est-à-dire que là, on peut et on va monter une opération contractuelle avec des associations d'usagers de Prénoup et de Stongchinit sur lequel SCP a beaucoup travaillé. Merci pour l'époque. Sur ces deux périmètres, qui sont quand même assez grands, 11 000 hectares d'un côté, 5 000 de l'autre, il y a des opérations qui sont en train de se contractualiser avec des riziers exportateurs. C'est-à-dire que les paysans qui n'osaient même pas, au début, regarder un administratif en face, aujourd'hui demandent à faire partie du Rice Board et discutent avec le ministère des Finances et représentent, à travers les associations d'usagers, et contre l'avis du ministère de l'Agriculture, représentent le paysanat. Je trouve que c'est assez intéressant et le contraste est assez... Le contraste avec la situation de la SOGED, SOGED, institution extrêmement distante de l'irrigant, et là, le cas où on a véritablement la mise en place d'une relation contractuelle entre celui qui fait du business et l'irrigant. Je pense que ça nourrira beaucoup les discussions du groupe de travail. Moi j'ai une question, parce que vous avez parlé de la redevance et la difficulté à recouvrer les redevances. J'ai le souvenir qu'il y a quelques années, la difficulté n'était pas la même. Est-ce que tu confirmes et comment on peut expliquer du coup cette baisse du niveau de recouvrement, alors qu'on a l'impression que justement il y a de plus en plus de marchés, de plus en plus de possibilités, et que du coup, à niveau de service égal, ça ne devrait pas être le cas. Enfin, comment Yimboy explique la situation ? Le premier point qu'il explique, c'est on est dans la conjoncture politique un petit peu agitée. Après les élections de 2013 en juillet, il y en a l'élection très contestée. Donc l'opposition n'a pas encore pris siège à l'Assemblée générale. Donc il y en a toujours un conflit politique. Et les autorités locales après NOP, ils en profitent pour inciter la population, enfin inciter indirectement plutôt, de ne pas respecter les engagements qu'il a pris à travers la CUP, c'est-à-dire de payer les redevances.
Et le deuxième point, c'est parce que la collecte des redevances a été reposée sur le taux de l'administration locale, c'est-à-dire au niveau de communes et aussi le pouvoir policier. Comme maintenant les deux, ils sont très politisés, ils ne veulent pas trop d'aller collecter les redevances s'il a les risques d'image pour son parti politique, par exemple. Troisième point, c'est toujours le problème qui n'a pas été résolu à l'époque et il continue jusqu'à maintenant, c'est le conflit foncier qui n'a pas encore résolu. Voilà les 3 points qui expliquent que c'est pas vraiment la baisse générale, mais simplement on voit la tendance.